Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Fake news, un mot qui a envahi notre quotidien et concerne tous les domaines, de la politique aux faits divers, en passant par la santé. On va tous être pucés. Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Les motivations de ceux qui les fabriquent sont multiples. Influencer l'opinion, changer le cours d'une élection. Ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Ou tout simplement, gagner de l'argent. De fausses informations qui se propagent sur le numérique, des sites les plus obscurs aux réseaux sociaux. Bienvenue dans la fabrique du mensonge. Mais qui? Et vous, monsieur, vous Qui essaye de génocider les Gaulois? Qui sont ces gens? Dites-le clairement. Et les qui se dévoilent tout seuls. C'est simplement une question. Laissez travailler votre imagination. Essayez de voir, dans l'histoire du monde, qui, c'est le cas de le dire, a été désigné comme le coupable de tout ce qui allait mal. C'est qui? Qui c'est la communauté que vous connaissez bien. C'est la communauté que vous connaissez bien, c'est ces gens-là. J'aimerais bien vous dire que je suis surprise de voir que les Juifs sont toujours, d'une manière ou d'une autre, mis en avant dans ces moments de crise, mais en réalité, c'est pas vrai. Alors que la crise sanitaire semble s'éloigner, elle aura laissé derrière elle l'empreinte d'une idéologie que certains pensaient contenue. Celle d'un antisémitisme qui ne disparaît jamais et se réactive à la moindre crise. Comme un feu mal éteint qui se rallume au gré des sursauts de l'histoire. Les périodes de crise sont favorables à la résurgence des théories du complot. On cherche des responsables. Et l'archétype, au fond, de ces théories de complot, c'est le complot antisémite. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça se renouvelle en permanence. Mois après mois, à la faveur de l'actualité, de vieilles formules antisémites ont ressurgi. Empoisonneur de puits, protocole des sages de Sion, nouvel ordre mondial. Well, have you heard a theory about the Rothschilds? Dudes that run shit, they run the whole fucking world. On est clairement dans une escalade. On va chercher à chaque fois un nouvel aliment pour nourrir la bête immonde. La notion de complot juif, ça fait presque 600, 700 ans qu'on se traîne ce fameux poncif-là. Et on n'a pas réussi à l'éradiquer. Des théories, jusqu'ici confinées à des bulles confidentielles, qui se sont répandues à mesure que la crise s'éternisait. Cette pandémie, malheureusement, a permis à des communautés qui n'étaient pas forcément exposées à ces référentiels antisémites d'être touchées. Des gens qui se réclament d'ascendance juive, etc. Un discours véhiculé notamment par de nouvelles figures des réseaux sociaux, de plus en plus suivies. Ces élites sont tous d'une même communauté et qui est en train d'exterminer les peuples. Dans leur sillage, la fachosphère en a profité pour ressortir son discours radical. Des idées antisémites qui ont gagné en popularité grâce aux plateformes et à leur mécanique du pire. Sur une en particulier, TikTok, l'application préférée des adolescents. Les Juifs n'ont pas vécu de situation aussi difficile depuis un bon moment. Comment la crise sanitaire a servi de catalyseur et a élargi la base de l'antisémitisme en France? Comment des citoyens, qui au départ émettaient de simples doutes sur le Covid, en sont arrivés à relayer de vieilles croyances antisémites? Ce sont les mêmes, depuis des siècles, les mêmes qui font chier toute la terre. Les mêmes, toujours les mêmes, les Juifs. Des caricatures au complot juif, retour sur une déferlante antisémite qui s'est immiscée dans toute la société. Juillet 2021. Dans les rues de France, les opposants au pass sanitaire comparent leur sort à celui des victimes de la Shoah. L'historien Marc Knobel est chez lui lorsqu'il voit apparaître dans les cortèges et sur les réseaux sociaux des étoiles jaunes.
une en particulier. Cette étoile jaune, mon père l'a portée dès l'âge de 11 ans, en 42. Elle est reconnaissable. Vous voyez, il y a une écorchure ici, une déchirure qui apparaît là. Et ensuite, il y a 5 pliures. Quelques années plus tôt, Mark Knobel avait publié en ligne un article sur cette étoile jaune dont il avait découvert l'existence enfant. Un texte accompagné d'une photo. Je me suis rendu compte que l'étoile qui circulait dans les réseaux sociaux avait cette même déchirure, ces mêmes pliures qui apparaissent. Et qu'il s'agissait bien de la photographie que j'avais publiée dans cet article en tant que tel. L'image ravive des souvenirs douloureux et indélébiles. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qu'ont vécu des gamins à cette époque en 42 ou en 43, et le processus d'extermination qui est évolué par un État totalitaire. Après des semaines de protestations, les covidosceptiques et autres déçus de la parole politique en sont arrivés à banaliser le pire, sans même parfois en saisir la gravité. Peut-être que certains d'entre eux ont porté cette étoile sans même réfléchir à ce qu'ils faisaient. Je ne veux pas forcément accabler tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est que derrière, un certain nombre d'antisémites, eux, savaient ce qu'ils faisaient. En ce mois de juillet, l'antisémitisme s'affiche publiquement. En réalité, tout a démarré 15 mois plus tôt, dès les premières heures du confinement. Tout commence le 17 mars 2020. Emmanuel Macron a déclaré la guerre au coronavirus lors de son allocution hier soir. Oui, nous sommes en guerre, a-t-il répété à 6 reprises. Au premier jour du confinement, tandis que les radios analysent encore l'allocution d'Emmanuel Macron, les morts du Covid-19 s'accumulent. Rien ne semble apaiser la peur des Français. On ne sait rien de cette pandémie. On ne sait pas comment on est le virus, on ne sait pas comment il circule, on ne sait pas comment soigner les gens, on n'a même pas les outils pour soigner les gens. Donc finalement, comme on ne sait rien, c'est une période extrêmement favorable pour les complotistes de pouvoir dire ce qu'ils ont envie de dire, puisque de toute façon on ne sait rien. Sur les réseaux sociaux, des internautes, particulièrement défiants envers les autorités, ont besoin de trouver des responsables. Et parmi eux, en fin de matinée, un certain Cat Antonio, gilet jaune parisien, qui publie sur Facebook une vidéo de 18 minutes. On est en train de nous dire aujourd'hui que c'est un nouveau virus. On se fout de la gueule de qui, là? On se fout de la gueule de qui? Je vous pose la question. Face caméra, il s'interroge sur la présence d'un laboratoire inauguré par la France à Wuhan. Au bout de 3 minutes, le gilet jaune parisien cible plus précisément 2 personnalités. Et qui a inauguré ce fameux laboratoire? Monsieur Yves Lévy. Tiens, monsieur Yves Lévy. Mais ce qu'on vous dit pas sur monsieur Lévy, c'est que monsieur Lévy est marié à une dame que vous connaissez très bien. Je vous laisse chercher ou je vous le dis? Allez, je vous le dis. Madame Buzyn, ça vous parle? C'est son mari. Cat Antonio, on retrouve assez facilement son implication dans le mouvement des Gilets jaunes et le fait qu'il a par exemple côtoyé Dieudonné. Son insistance sur la personne Agnès Buzyn et sur la figure de son époux résonne de manière très particulière et on sent bien qu'il y a là l'envie de désigner une cible à la vindicte publique. Et c'est vrai que la volonté initiale a été aussi de cibler Agnès Buzyn pour cibler le gouvernement. Jusque-là, rien de plus que l'habituel récit complotiste sur ces élites qui nous manipulent. Mais les réactions qui suivent la diffusion de la vidéo de Cat Antonio au sujet d'Agnès Buzyn et de son mari racontent tout autre chose. Ils sont pires que les SS. Elle et lui ont le même nez, bizarre. Ils ont tous ce truc dans le regard, perversité de pouvoir et argent. Certaines personnes semblent avoir du nez. C'est une question de flair.
Le nez, le pouvoir, l'argent, les clichés éternels de l'antisémitisme. Sous le libellé de critiques fortes adressées à Agnès Buzyn, à son mari, l'immunologiste Yves Lévy, très vite on est tombé dans un schéma qui est celui de l'antisémitisme. Ils vont désigner du doigt ces gens-là comme étant les coupables par excellence, mais aussi parce que juifs, parce que forcément, les juifs tirent toutes les ficelles. On accuse les femmes, comme les juifs, d'aimer l'argent, d'aimer le pouvoir, de ne pas être fiables, de faire preuve d'une certaine hystérie, etc., etc. Et donc, effectivement, quand on est une femme juive, quand on vous prête un certain pouvoir, quand on vous accuse éventuellement de faire partie d'une certaine élite, alors on cumule dans votre identité plein de marqueurs de la boîte de Pandore antisémite. Les attaques ne s'arrêtent pas là. Elles réveillent des mythes antisémites encore plus anciens. 6 jours à peine après la diffusion de la vidéo de Cat Antonio, le 23 mars à 14h12, un message en particulier se propage sur Twitter. Publié sur un compte anonyme d'extrême droite, il est partagé 700 fois et liké par près de 1300 personnes. Pendant que Buzyn refusait de fermer les frontières, son mari Lévy empêchait Didier Raoult de publier ses résultats, tandis que Jérôme Salomon liquidait notre stock de masques. Mais bon, officiellement, l'empoisonnement des puits au moment de la peste relève du mythe. Dès qu'on voit apparaître les accusations d'empoisonnement de puits, c'est quelque chose qui est tout de suite doit attirer l'oreille, parce que c'est une référence aux Juifs qui étaient accusés, notamment autour de 1100 et quelques, d'empoisonner des puits pour essayer de nuire aux chrétiens de l'époque. Et cet empoisonnement de puits est quelque chose qui, pendant des siècles et des siècles, a été un marqueur antisémite vraiment flagrant, qui active dans l'imaginaire de ceux qui le véhiculent instantanément tout un référentiel antisémite extrêmement toxique. L'empoisonnement des puits, comme à l'époque de la peste noire. La déferlante antisémite s'accélère. Des caricatures surgissent. On voit sur toutes les caricatures antisémites des grandes mains juives qui viennent raconter quoi? Qu'en fait le juif, littéralement, manipule, qu'il a le monde entre ses mains. Quand surgissent des crises, il y a cette habitude de chercher un responsable, et bien souvent, le juif est celui qui apparaît très vite comme étant celui qui empêche d'être là où on voudrait être. C'est notamment le sujet du bouc émissaire. Il faut un bouc émissaire dans toute société ou presque pour pouvoir se défausser, pas juste de ses fautes, mais de façon plus générale de sa responsabilité. En ce début de pandémie, alors que l'idée d'une conspiration circule sur toutes les plateformes, les covidosceptiques sont persuadés d'avoir trouvé une nouvelle preuve irréfutable de l'existence de ce complot. Fin mars 2020, 20h. Les Français applaudissent les soignants à leurs fenêtres. Rare moment de communion dans un quotidien confiné. Le reste du temps, les Français sont enfermés chez eux, seuls, devant leur écran. Finalement, on était tous et toutes chez soi, face à son ordinateur, et donc on avait besoin à la fois de communiquer et à la fois de réponses. Le risque de tomber sur du contenu, on va dire, peu recommandable ou à connotation complotiste est forcément amplifié. Face à cette réalité difficile à concevoir, une partie de la population a besoin d'explications. Et les théories conspirationnistes comblent ce vide. Parmi elles, l'idée d'un complot juif ressurgit, mais en des termes différents. En ce début de printemps, une expression suscite des fantasmes sur les réseaux sociaux. Le nouvel ordre mondial. Sur Google, les recherches sur ce sujet atteignent même leur plus haut pic depuis 15 ans. Le terme nouvel ordre mondial est un terme de géopolitique internationale qui circule depuis de nombreuses années, mais c'est un terme, disons, un peu fourre-tout, qui a pu être utilisé par plusieurs gouvernements, plusieurs gouvernants autour de la planète.
Sur les plateformes, des vidéos de dirigeants ou d'hommes d'affaires l'utilisant pour désigner toute réforme de la gouvernance mondiale réapparaissent et circulent de compte en compte. Et la transformation de l'Europe autour du Emmanuel Macron est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. L'ex-président français Nicolas Sarkozy. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. L'ancien chef d'État américain George Bush. Ou encore l'économiste Jacques Attali. Je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial. Il y a des gens qui défendent ce projet de gouvernement mondial, mais qui n'a pas de dimension dictatoriale. Par exemple, le réchauffement climatique, la question des migrations, sont des questions qui se posent à l'ensemble de la planète, donc il faut les résoudre avec un gouvernement mondial. Le fait que cette pandémie soit mondiale, que la réaction des États soit mondiale, qu'on cherche à coordonner de façon mondiale face à la pandémie, ça a tout de suite entré en résonance avec ce fantasme d'un nouvel ordre mondial qu'on chercherait à nous imposer. Il y a vraiment un contexte qui était favorable à l'irruption de cette terminologie complotiste. Pour les covido-sceptiques, il n'y a qu'une conclusion à tirer de ces discours. Le plan du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est pour préparer le nouvel ordre mondial. Il serait la preuve que les élites gouvernantes chercheraient à mettre en place un plan de conquête et de domination planétaire, et le virus leur servirait à contrôler le peuple. Certains vont commencer à imaginer qu'une sorte de juiverie internationale va essayer d'imposer un nouvel ordre mondial. En gros, la pandémie serait un prétexte, serait peut-être une fausse pandémie, pour essayer d'activer, de mettre en place un nouvel ordre planétaire qui serait dirigé, piloté évidemment par les puissants juifs de la planète. Le nouvel ordre mondial, pour moi, c'est forcément Israël. Ce nouvel ordre mondial, de qui est-il le projet? Nous devons combattre ce pouvoir juif. L'idée d'un nouvel ordre mondial permet surtout aux antisémites de s'en prendre de façon indirecte à leur cible. Comme le fait par exemple l'influenceur conspirationniste Jim Le Veilleur, qui cumule sur YouTube plus de 6,2 millions de vues. La pandémie, la faillite bancaire et financière qui arrive, surtout bancaire, tout ceci prépare le futur nouvel ordre mondial. Ces forces sataniques, que je ne veux pas appeler autrement parce que je ne veux pas avoir plus d'emmerdes, ces forces sataniques se servent des énergies lucifériennes pour accomplir leur plan. Le nouvel ordre mondial, c'est la façon la plus détournée, mais aussi la plus utilisée de parler du complot juif. Et c'est vrai que quand on parle du nouvel ordre mondial, c'est très difficile de ne pas se remémorer les éléments des protocoles des sages de Sion. Sur les plateformes, de plus en plus de messages font le même rapprochement. Protocole des sages de Sion, hashtag nouvel ordre mondial. Protocole des sages de Sion. Leur objectif, le nouvel ordre mondial et le contrôle mental des individus. Le livre Le protocole des sages de Sion est un reflet de la réalité. Les protocoles des sages de Sion, un des fondements majeurs de l'antisémitisme du XXe siècle. Un récit inventé de toutes pièces, dans un seul but, accabler les Juifs. Créés en 1903, les protocoles des sages de Sion sont nés dans la Russie pré-révolutionnaire du tsar Nicolas II. Ils se présentent comme le compte-rendu d'une réunion secrète durant laquelle les chefs de la communauté juive auraient mis au point un plan pour dominer le monde. C'est vraiment la première fois qu'on a un texte écrit et qui accuse nommément les Juifs de ce complot. Avant, c'était des mythes, des rumeurs. Quand quelque chose ne va pas, on accuse les Juifs. Mais ce texte est vraiment fondateur. Les protocoles sont supposés être une révélation faite par les Juifs, qui a été produit par les services secrets du Tsar à un moment où la Russie est en train de s'effondrer. Et à partir de la fin du 19e siècle, le pouvoir russe va multiplier les contre-feux pour détourner l'attention des problèmes de la population russe en utilisant l'antisémitisme et en dirigeant la violence populaire contre les Juifs. Le faux texte devient progressivement un vrai document. Peu après sa sortie, il est traduit en plusieurs langues et est pris très au sérieux. L'invention se transforme en preuve.
Les protocoles sont en fait pris pour argent comptant par une partie de leurs lecteurs parce qu'ils arrivent à une époque où l'imagerie antisémite est encore extrêmement présente. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, la France n'en a pas encore terminé totalement avec l'affaire Dreyfus. Les affirmations qui sont contenues dans ce pamphlet apparaissent comme plausibles. Et un nouvel événement crédibilise ces protocoles. En 1920 en Angleterre, le très réputé Times publie dans son édition du 8 mai un article sur le sujet sans remettre en cause le contenu, avant de publier un an plus tard la preuve que tout était faux, mais le mal est fait. Peu à peu, le texte est régulièrement utilisé pour justifier des crises. Quelques années plus tard en Allemagne, le texte russe sert d'argument à la propagande du futur chancelier. Dans Mein Kampf pour Adolf Hitler, les protocoles des sages de Sion démontrent que l'existence du peuple juif repose sur un mensonge permanent. Un siècle plus tard, ils servent de clé d'explication en 2001, lors des attentats du 11 septembre, ou en 2008, lors de la crise financière aux États-Unis. Et en pleine pandémie, les complotistes utilisent quelques lignes du chapitre 10 pour justifier la crise. Il faut troubler les rapports du peuple et du gouvernement par la haine et même par l'inoculation des maladies, pour que les chrétiens ne voient pas d'autre salut que de recourir à notre souveraineté pleine et entière. Ce document dit clairement que les Juifs ont pour programme de répandre des épidémies pour soumettre la population ou profiter du chaos pour se faire en gros de l'argent. Plus de 100 ans après sa création, des dizaines de milliers de personnes continuent de croire le récit propagé par les protocoles des sages de Sion. On sait non seulement que c'est un faux, mais qu'il est porteur de tous les clichés les plus traditionnels de l'antisémitisme. C'est fou de penser qu'il reste aujourd'hui un catalogue de clichés antisémites, mais qui continue d'être diffusé très largement dans le monde. Un livre qui s'achète toujours en ligne en quelques clics seulement, sur le site de la Fnac ou encore d'Amazon. Les gens qui retombent sur ce texte-là le voient comme un texte prémonitoire. Pour eux, ça explique le maintenant. Et un certain nombre de figures anti-système vont bientôt, à leur tour, s'emparer de l'idée de ce complot juif pour justifier la pandémie. « 24 avril 2020. Monsieur Soral, bonjour. Bonjour. Le confinement vient d'être reconduit pour une durée d'1 mois. Oui. Un mois après de confinement, comment ça se passe? Pour moi, ça ne change pas grand-chose puisque je vis comme j'ai l'habitude de vivre. Et une figure de la fachosphère en profite. Pour Alain Soral, toute occasion est bonne pour disséminer sa vieille rengaine antisémite. Alain Soral, c'est un polémiste d'extrême droite bien connu maintenant, qui se revendique lui-même du national-socialisme, qui a été condamné à de nombreuses reprises pour négationnisme, pour antisémitisme, et qui mène un travail métapolitique d'influence considérable depuis plus de 10 ans. On a perdu du jour au lendemain toutes nos libertés individuelles. Ce jour-là, assis à son bureau, devant les protocoles des sages de Sion, il réalise une vidéo qu'il diffuse sur Égalité et Réconciliation, son site aux millions de visites mensuelles. Au détour d'une réflexion sur le Covid-19, Alain Soral réactive un procédé historique. Conforme au serment d'Hippocrate, et cette élite médicale très marquée communautairement, qui, elle, ne joue pas le soin, mais joue l'argent et la mort. Là, c'est très clair. Et ça Dans la même séquence, Alain Soral va carrément lister des gens par leur nom, en expliquant que tous ces gens-là sont juifs, s'occupent de la santé en France, et il parle même de la liste de Schindler. Oui, c'est carrément la liste de Schindler. D'un certain groupe que j'ai qualifié moi, de liste de Schindler, et on verra que même si je me fais attaquer là-dessus, ce n'est jamais qu'un constat. Donc ça, soit c'est une attitude absurde de la part de ces gens, soit ça justifie l'idée qu'il y aura un complot. La liste de Schindler, référence au film de Steven Spielberg sur la Shoah. Quelques semaines plus tôt, il avait déjà fait le même parallèle. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage,
Deray, Jacob, Salomon, enfin je veux dire, c'est la liste de Schindler. Il se lâche parce qu'il profite d'une actualité, comme il profiterait de n'importe quelle autre actualité, pour se lâcher en tant que tel et mettre en accusation les Juifs en tant que tels. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Alain Soral n'est pas le seul à dresser, comme aux pires heures de l'histoire, des listes de personnalités dites juives. Une autre liste circule sur Internet. Le site jesuispartout.com recense des noms en fonction de leur soi-disant domaine d'influence. Certains sont accompagnés d'une photographie. Derrière ce site antisémite, un dénommé Samuel Goujon. Samuel Goujon est un antisémite notoire, en fait. Il tient un site qu'il a nommé comme le fameux journal dans les années 30, hautement antisémite. Et dans ce site-là, il a répertorié une liste de personnalités juives qu'il a épinglées parce que juives. Il était acceptable, vraisemblablement pour cette personne et son entourage, qu'elle puisse afficher comme ça des noms d'individus sur lesquels on met des cibles et qu'on accuse de façon globale d'être responsable de tout le mal qui nous afflige aujourd'hui. Au milieu de cette liste, Tristan Mendès France et l'historien Tal Brutmann voient leur nom apparaître. J'avais la confirmation que j'étais un maître du monde. J'étais super content. Mais en même temps, ça m'a interrogé sur la qualité de ces sites qui dénoncent le complot juif mondial, parce que si j'en fais partie, il est mal barré le complot. J'avoue que j'étais un peu estomaqué quand j'ai découvert mon nom sur le site Je suis partout. D'abord parce que Je suis partout, ça éveille chez moi instantanément ce média antisémite absolument abject. Et on voit bien que c'est le symptôme d'une résurgence de vieux référents poussiéreux antisémites qui trouvent une nouvelle jeunesse pendant ce moment de traumatisme pandémique. Les listes de noms, un vieux procédé régulièrement utilisé par les antisémites. Il faut bien se rendre compte que tout ça fait référence à des schémas individuels, collectifs, qui parfois sont même presque inconscients, mais qui ont été véhiculés par toute une série de traditions. Et les listes de noms, c'est véritablement une pratique très répandue à l'extrême droite, où on faisait des dictionnaires avec des listes désignant des personnes dont le nom avait des consonances juives. Ça, c'est quelque chose qui rappelle véritablement les années 30 et qui est dangereux, parce que qu'est-ce qui vous empêche ensuite d'aller chercher ces personnes dans la vraie vie et de les agresser? Une question se pose alors. Au vu de la multiplication de ce genre de contenu, pourquoi les géants du web ne réagissent pas? La réponse se trouve dans la politique même de ces multinationales américaines et ce qu'on appelle le free speech. Si on veut résumer ce que c'est la liberté d'expression et le concept de free speech aux États-Unis, c'est dire on peut absolument tout dire et quoi qu'il arrive, toutes les opinions pas se valent, mais doivent exister. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est la valeur cardinale, c'est la valeur numéro 1, garantie par le premier amendement. Et donc, aux États-Unis, on ne condamne pas les discours de haine, alors qu'en France et dans d'autres pays européens, ils sont interdits par la loi. Mais le free speech n'est pas la seule raison qui pousse les plateformes à ne pas modérer ce genre de contenu. Vous devriez vous demander pourquoi les plateformes ne suppriment pas ce genre de contenu horrible. En fait, c'est justement parce que c'est horrible et controversé qu'elles ne le font pas, car ça crée des échanges entre les gens. Les plateformes considèrent que ça leur rapporte plus de ne rien faire, quitte à laisser vivre les Juifs dans la crainte et la terreur. Et d'autres figures covido-sceptiques vont bientôt profiter des interrogations des Français pour répandre leur discours de plus en plus extrêmes. « 5 mai 2020. Bonjour Chloé. Bonjour Sylvano. Alors toi, tu es devenue célèbre. La France vient de sortir de son confinement. Une certaine Chloé Framery est invitée sur la chaîne YouTube de Silvano Trotta, le complotiste qui pense que les ovnis existent. Ok, alors en 2 mots, je vais essayer de faire court. Professeure de mathématiques en Suisse, Chloé Framery est devenue célèbre depuis 1 mois avec cette vidéo. Lors du pic de grippe qu'on a eu en 2017-2018, on n'avait jamais eu ça depuis les années 2000.
Est-ce que vous avez entendu de mesures de confinement ou de fermeture de restaurants à ce moment-là? Non, moi non plus. Hein. Et ce 5 mai, elle continue de tenir un discours pseudo-scientifique qui séduit de plus en plus de gens. La peur, c'est un outil d'ingénierie sociale qui est extraordinaire. La peur et la culpabilité, ça c'est vraiment les deux outils les plus efficaces. Et là, c'est ce qu'ils essayent de faire avec le Covid. Aux côtés de Chloé Framery, Thierry Casasnovas, le roi du crudivorisme, Jean-Jacques Crèvecoeur, spécialiste du développement personnel, ou encore Emma Cruzy, connue pour ses positions anti-masques. Depuis pas mal d'années, il y avait déjà sur Internet, sur YouTube principalement, des vidéastes qui prétendaient nous donner des bonnes manières de se soigner, de s'alimenter, etc. Mais c'est vrai que la pandémie du Covid a été un accélérateur formidable pour eux. Des personnalités qui, avec la pandémie, voient leur communauté grandir chaque jour un peu plus, grâce notamment à une alliance sulfureuse. Ces influenceurs de la santé alternative vont là où on leur donne la parole déjà. Donc ils sont venus utiliser des réseaux, des sites, des médias de réinformation d'extrême droite qui étaient déjà préexistants, qui diffusaient tout un tas déjà de fausses informations et qui sont peu regardants sur la qualité, sur la fiabilité des choses qu'ils partagent. Un site en particulier relaie leur contenu, Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral. Ces personnalités, elles font du business tout simplement, hein. Donc c'est tout simplement leur métier de surfer là-dessus et qui cherchent à élargir en fait leur clientèle. Une alliance pernicieuse qui attire un nouveau public, parfois même à son insu. Il suffit que vous suiviez un groupe lié à la crise sanitaire, complotiste, antisémite, mais que vous n'avez peut-être pas perçu comme étant complotiste antisémite, pour que, à partir de ce moment-là, les publications de ce type deviennent récurrentes dans votre fil d'actualité. Ce rapprochement ne se cantonne pas aux réseaux sociaux. Il se poursuit en public au moment du déconfinement, avec une autre figure de la fachosphère, proche d'Alain Soral, Dieudonné. Ce 27 juin, les influenceurs santé sont invités à monter sur la scène du bal des quenelles. Le rendez-vous annuel des antisystèmes, organisé par l'ancien humoriste Dieudonné, condamné pour apologie du terrorisme et connu pour ses sketchs antisémites. Depuis plusieurs années, Dieudonné a créé un événement, une sorte de cérémonie en public où il distribue, où il remet des prix à des personnalités qu'il considère comme des résistants face au système, des dissidents politiques qui mènent un combat pour la vérité, etc. Donc il y a les influenceurs santé, ceux qui parlent d'histoire, ceux qui vont être plutôt des résistants politiques dans son langage, etc. Dans cette catégorie-là, c'est intéressant aussi, vous allez voir, c'est la catégorie médias. C'est toute une histoire. Sont nommés dans la catégorie médias. Chloé Framery. Au cours de la soirée, Dieudonné retrouve sur scène la youtubeuse suisse Chloé Framery. Bravo Chloé. D'abord, je te fais un bisou parce que c'est ma tradition. Ou encore Thierry Casasnovas, l'homme qui sous-entend que son régime crudivore est la seule alternative pour guérir un cancer. Merci à toi Thierry. Sur scène, les lauréats s'affichent fièrement aux côtés de Dieudonné, une association sans complexe. Merci beaucoup Dieudonné, merci beaucoup Hervé, merci à tous ceux qui l'ont organisé. Le fait d'accepter de monter sur scène, de se faire applaudir par le public de Dieudonné et avec Dieudonné, ça laisse entendre qu'ils ont une certaine, si ce n'est des pensées antisémites, en tout cas ils ont une certaine porosité avec ça, et ça les dérange pas tellement que ces gens-là aient fait ça. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre une barrière entre eux et ces personnes-là en tout cas. Tout complotisme n'est pas antisémite. Mais je dirais que l'antisémitisme a quand même une place particulière dans l'histoire du complotisme. L'antisémitisme est probablement l'un des vecteurs les plus puissants dans l'imaginaire qu'il véhicule et dans la durée, dans l'épaisseur historique qui lui est associée. Merci à vous et à l'année prochaine. Ces influenceurs santé tirent aussi profit de cette alliance idéologique en relayant à leur façon des références antisémites communes. Sur ses réseaux sociaux, Thierry Casasnovas réaffirme son lien en publiant une photo de son trophée.
On aurait pu appeler ça un autre regard sur le virus. Ou place des ananas derrière lui quand il se filme, comme un clin d'œil à la chanson « Chaud ananas » de Dieudonné, qui tourne en dérision l'Holocauste. Des vidéos diffusées à ses 500 000 abonnés sur YouTube. Chloé Framery, elle, va encore plus loin et conseille à ses followers sur Twitter de lire les protocoles des sages de Sion. Je crois qu'il y a un côté très naturel, organique dans ces liens qui se créent entre ces différentes communautés, que ce soit effectivement l'extrême droite ou les milieux des santé alternatives. Et donc ces deux communautés vont naturellement se mélanger, se retrouver en ligne, encore une fois en échangeant essentiellement des référentiels communs. C'est ça qui crée les jonctions pour moi. Je suis persuadé qu'il faut qu'on se sépare les uns des autres et qu'on soit toujours en opposition les uns avec les autres, parce qu'on n'a pas 100% de commun. En réalité, on a 99 de commun et qu'on combat pour la même cause. Du coup, ça vous plonge dans un écosystème qui vous alimente encore plus en contenu antisémite et complotiste. Et si vous voyez quelque chose 20 fois, il est presque normal de vous dire « Eh bien, si tant de gens pensent ça, il n'y a pas de fumée sans feu ». Ce discours sans filtre, accessible en quelques clics, un homme est bien placé pour en parler. Le micro, c'est bon? Ok. Je suis pas... Clément est l'un des rares à accepter d'en décrire les ressorts. Ce qu'il raconte, c'est ce que des milliers de personnes vivent sans même s'en rendre compte. Pendant 2 ans, il est tombé dans ce qu'il appelle une spirale de la haine. Bonsoir chers amis et chers amis internautes bien sûr. À l'époque, Clément, alors étudiant, s'intéresse au conflit israélo-palestinien. Très vite, il découvre Dieudonné, qui se prétend défenseur de la cause palestinienne. Intrigué, Clément commence à chercher en ligne du contenu diffusé par le comédien. On fait confiance en une personne qui se présente comme une figure d'autorité, anti-système, lanceur d'alerte, qui amène des informations véridiques, etc. On lui fait confiance, du coup on va regarder avec qui il fait des vidéos, quels sont les livres qu'il partage, etc. On va commencer à s'informer seulement de cette manière-là. Clément passe des heures sur YouTube, enchaînant les vidéos de l'ancien humoriste, de plus en plus controversé. Pour la mémoire de la Shoah. Mais à force de visionner ce genre de contenu, l'algorithme de la plateforme lui en recommande d'autres, du même type, notamment celle d'Alain Soral. À l'époque où moi j'ai pu tomber dans cette bulle de filtre, écouter ce genre de contenu, dès qu'une vidéo d'Alain Soral était finie, une autre vidéo d'Alain Soral démarrait. Ou une vidéo de Dieudonné, ou une vidéo... Voilà. Ça se fait presque tout seul. La lecture automatique déclenche une autre vidéo derrière, etc. C'est en accès libre, c'est gratuit, c'est... Et puis petit à petit, on en arrive à des trucs beaucoup plus radicaux, surtout. Très vite, Clément s'enferme dans une bulle de désinformation, s'abreuvant chaque jour un peu plus de contenus de plus en plus haineux et antisémites. Pour l'avoir vécu moi-même, le fait de tomber dans cette désinformation complète et de croire de plus en plus à des théories du complot de plus en plus radicales, quand on y est, on le vit pas mal. Même au contraire, on a l'impression de faire partie d'une petite élite qui a compris ce qui est en train de se passer, qui a compris les enjeux du monde, qui a compris la réalité, qui a mis le doigt sur la vérité. On se dit, mais on a pris la pilule rouge, nous on sait. Les autres sont encore des moutons, les autres ne savent pas, suivent les médias, le gouvernement, etc. Et nous, on a accès à quelque chose que les autres ne savent pas. On ne s'abreuve qu'aux mêmes sources empoisonnées, donc en fait, on s'empoisonne petit à petit sans s'en rendre compte. Et puis, on en arrive à sombrer progressivement sur des théories de plus en plus extrêmes. Peu à peu, Clément s'enfonce dans son engagement aveuglé. Il commence même à faire des dessins pour Dieudonné. Et on se rend compte que finalement, tout ça, c'est aussi un chemin, une aventure qu'on a menée en ligne, seul, face à son écran, de clics d'une page YouTube à une page Facebook, à un groupe, à un site, où en fait on est passé d'un contenu à l'autre, et sans s'en rendre compte, on s'est radicalisé en fait. Aujourd'hui, Clément est parvenu à sortir de cette emprise. Engagé désormais dans la lutte contre la désinformation en ligne, il guette le moindre événement qui pourrait la faire ressurgir.
novembre 2020. L'annonce d'une prouesse scientifique inédite alimente de nouvelles craintes, celle d'un progrès qui irait trop vite. C'est la bonne nouvelle que tous attendent, l'espoir entretenu dans le monde entier d'un vaccin contre le Covid-19. Eh bien, le laboratoire américain Pfizer a dévoilé aujourd'hui les résultats de son essai à grande échelle de phase 3. Pour une partie des covido-sceptiques, derrière ce vaccin se dissimulerait un agenda caché. Très élevé, au-delà Celui d'une élite qui cherche à contrôler la population pour s'enrichir. Je pense que la séquence vaccination a vraiment activé un imaginaire un peu particulier dans l'univers de la complosphère, disons, antisémite. Parce que là, on est sur une injection. On n'est pas sur la symbolique, on n'est pas sur une question de liberté publique, on est sur une intrusion dans le corps, hein, une violation, d'après eux, du corps. Quand l'annonce de la découverte du vaccin est faite, il y a une alerte qui se déclenche. Je me dis, mais les réseaux conspirationnistes vont se déclencher. Ça va être... c'est tout, en fait, c'est du pain béni pour eux. C'est-à-dire que c'est une entreprise, en plus pas française, c'est un labo étranger. C'est une nouvelle technologie. Il y a tout pour raviver les braises des théories autour de la vaccination et de ce mouvement anti-vax qui était déjà là, qui couvait. Très vite, sur les réseaux sociaux, les messages des anti-vaccins se multiplient, dénonçant les firmes pharmaceutiques, les fameux Big Pharma. Et pour certains d'entre eux, elles seraient dirigées par une élite juive. Albert Bourla, qui est PDG de Pfizer, à l'origine du vaccin. Voilà. Et donc, ils sont tous d'une même... ces élites sont tous d'une même communauté et qui est en train d'exterminer les peuples. La mondialisation, elle est orchestrée par les banques privées, à la tête desquelles, très souvent, il y a des gens qui se réclament d'ascendance juive, etc. Et je me suis dit, ah bon, ok. Il y a beaucoup d'homonymes. On a l'impression qu'ils travaillent en famille. Ouais. On retrouve, vous avez donc Yves Lévy, Pascal Lévy, Nicolas Lévy, Jean-Bernard Lévy, Agnès Buzyn, qui est épouse de Lévy, Didier Lacombe, on pense à Karine Lacombe, vous avez Étienne Hirsch et Martin Hirsch, vous avez Rémi Salomon, et là je fais le parallèle avec Jérôme Salomon qui a un conflit avec la France par rapport à l'affaire Dreyfus. Ça fait beaucoup. La longévité de cette théorie du complot juif fait sa force. Elle est là tapie quelque part dans l'imaginaire collectif. C'est eux qui mènent le monde, c'est eux qui sont à la tête des grands trusts pharmaceutiques, c'est eux qui sont au ministère de la Santé. Donc on a véritablement là l'archétype du complot. C'est la faute des Juifs. Peu à peu, les attaques se focalisent sur un nom, Rothschild, la famille juive la plus connue au monde. Un an après le début de la crise sanitaire, des centaines de fausses informations sur les plateformes les accusent d'avoir été aidés par le gouvernement pour fabriquer le virus, ou d'avoir déposé un brevet de test de dépistage 3 ans avant même l'apparition du SARS-CoV-2. Rothschild est mêlé jusqu'au cou à la pandémie annoncée. Ça fait bien de lui un complice de cet empoisonnement mondial. Ce qui est assez déroutant, c'est que, la plupart des gens qui relayent ce terme, comme on jetterait ou on sortirait une carte lors d'une conversation, ne savent pas de quel Rothschild ils parlent, ils ne savent pas de quelle structure ils parlent. En fait, c'est vraiment devenu quelque chose qui relève d'une mythologie. C'est un terme qu'on emploie comme on invoquerait un esprit. Depuis des siècles, cette famille pourtant discrète, dont on connaît à peine les visages, est à chaque crise soupçonnée du pire. Ils sont discrets, on les entend pas, on les voit pas dans les émissions de télé, danser avec les stars ou jouer de la télé-réalité. Ils sont de bons citoyens, on parle pas d'eux lors des évasions fiscales, ils nourrissent pas des partis politiques. Ce sont des gens qui ont une vie plutôt exemplaire et ça énerve. Ils sont accusés d'être derrière des guerres, des assassinats politiques, de tirer les ficelles en coulisses. On les accusera même d'avoir des liens de parenté avec Hitler. On les accusera d'avoir financé la Shoah. C'est les banques européennes, et particulièrement les Rothschilds, qui voulaient créer Israël. Ce qui est important, c'est que
on voulait chasser les Juifs d'Europe pour créer une colonie. Et Hitler était parfait pour ça. C'est lui qui s'est occupé de faire ce travail-là, de s'organiser pour qu'on ait peuplé Israël. En réalité, la famille Rothschild n'est plus vraiment dans le milieu de la banque aujourd'hui. Mais tout le monde pense encore que les Rothschild contrôlent les banques, qu'ils contrôlent la finance internationale, que le monde leur appartient. En dépit de la vérité, les attaques contre les Rothschild prennent une telle ampleur qu'elles sont reprises par un nouveau public, sur une plateforme en particulier, TikTok. Die Rothschild-Kontrolle. En verdad, la persona más poderosa del mundo es este señor, Nathaniel Charles Jacob Rothschild. Well, have you heard a theory about the Rothschilds? Dudes that run shit, they run the whole fucking world. TikTok, c'est une plateforme qui appartient au groupe chinois ByteDance, qui a été lancée il y a maintenant quelques années, mais qui a connu un essor absolument fulgurant depuis 2 ans, et encore plus fulgurant sur les 12 derniers mois. Ils ont passé le milliard d'utilisateurs dans le monde en septembre 2021. C'est l'application la plus téléchargée de 2021. Et c'est une application, en fait, plutôt initialement, on va dire, plutôt musicale. C'est une forme de YouTube, mais en beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide, peut-être aussi plus interactif et avec des formats aussi beaucoup plus courts. En quelques années à peine, TikTok est devenu le réseau social préféré des adolescents du monde entier. Une application où s'accumulent les chorégraphies, les reprises en playback et d'autres vidéos toujours courtes, pop et divertissantes. TikTok a une base d'utilisateurs très jeunes, ce qui pose 2 problèmes. Tout d'abord, ils sont dans une période de leur vie où ils ont besoin de communiquer les uns avec les autres. Et ils pensent que ce qu'ils lisent sur ces plateformes a été posté par des jeunes comme eux, alors que cela peut provenir d'antisémites purs et durs. Et ça a une grande influence sur eux. Deuxièmement, ils ont moins de culture générale. Du coup, ils résistent moins face à la désinformation parce qu'ils sont moins bien informés. Ça va être une courroie de transmission très utile pour des communautés antisémites et complotistes parce que TikTok va leur permettre de toucher des publics qui n'ont jamais été exposés à ce type de contenu. Donc c'est une caisse de résonance pour les théories complotistes antisémites sans commune mesure. Bonjour, c'est Adolf Hitler. Vous avez déjà parlé de l'Auschwitz? L'Auschwitz, c'est eau naturellement gazeuse remplie de millions de... Sur TikTok, il suffit de cliquer sur une vidéo antisémite pour que la plateforme définisse le profil de l'utilisateur et lui propose du contenu similaire. À la vôtre. Comme des adolescents maquillés en victimes des nazis ou qui dansent sur des images de camps sur un air joyeux. D'autres utilisent les filtres de l'application pour se grimer en juifs comploteurs, comme sur les traditionnelles caricatures antisémites, avec en fond la chanson « Ah, si j'étais riche ». If I were a rich man, deedle diddle deedle digga digga deedle diddle dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man. TikTok comprend très rapidement ce que veut, ou en tout cas pense comprendre très rapidement ce que veut un utilisateur. C'est-à-dire que dès les premières vidéos qu'on regarde, dès qu'on a créé un compte, dès les premières vidéos suggérées, TikTok va définir notre profil selon la durée d'écoute d'une vidéo. Et donc ce qui compte sur TikTok, contrairement à Facebook et Instagram, c'est pas tellement le nombre de likes ou les comptes qu'on suit, c'est vraiment l'attention qu'on va avoir pour une vidéo. TikTok est bourré de contenu haineux et de fausses informations, notamment sur les juifs. Il y a beaucoup de messages antisémites. Et comme la maison mère de TikTok, ByteDance, est chinoise, elle n'est pas soumise aux réglementations américaines, ni aux réglementations du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. Résultat, depuis le début de la crise, le nombre de messages contre les juifs sur TikTok explose. 3 hashtags antisémites sont vus plus de 25 millions de fois partout dans le monde. Parmi eux,
le hashtag Rothschild Family. I need to know who these guys are. If anyone knows, put them in the comments, please. Rothschild. N'oubliez pas que les diffuseurs de haine essaient toujours de recruter de nouvelles personnes. Dans les prochaines années, TikTok sera vraiment l'application incontournable, car TikTok permet d'atteindre des dizaines de millions, voire des centaines de millions de jeunes dans le monde entier, et de leur faire avaler les mensonges qui mènent à la haine. Alors que les jeunes s'informent principalement sur les réseaux sociaux, une question demeure. Comment démonter ce type de discours ? Pour Clément, cela passe forcément par un déclic personnel. Pour l'instant, on n'a jamais réussi, par des arguments rationnels, à faire prendre conscience à la personne de ce qu'elle était en train de défendre. Si tu veux. Il faut que ça vienne d'elle-même, il faut que d'elle-même elle ressente que là, ça va trop loin. Souvent, la sortie de ce genre de croyance, elle va se faire sur un déclic qui est souvent émotionnel, qui est souvent que il y a un acte, il y a un contenu, il y a quelque chose sur lequel on a été un peu choqué par rapport à ses propres convictions, en fait. Il y a un moment où c'est allé trop loin. Qui correspond à la juste hiérarchie des cultures, hein. Je dirais pas des races, mais des cultures. Un jour, Clément découvre cette vidéo d'Alain Soral. Et puis on a vu aussi le petit El Kabash. Là, c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité aryenne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez. Hein, quand Poutine ouvre sa gueule, un El Kabash la ferme. Et c'est comme ça que doit se conçoit un monde qui fonctionne bien. C'est en regardant ces images que Clément réalise la dangerosité du système dans lequel il est tombé. Une vidéo aussi violente que les autres, mais celle de trop. Quand on se rend compte qu'on a fait confiance à des menteurs, à des escrocs, à des manipulateurs, à des gens qui ont des idées antisémites, etc., quand on s'en rend compte, alors là c'est plus dur parce que l'amour-propre en prend un coup, parce qu'on se dit mais finalement j'ai cru à tout ça, mais est-ce que je me rendais compte à ce moment-là de ce que j'écoutais? Est-ce que j'étais vraiment conscient que c'était des discours aussi racistes, aussi dangereux? Et puis après, il faut se reconstruire. C'est difficile de le reconnaître et de l'avouer ensuite. Donc souvent, on dit juste rien et on passe à autre chose et voilà, et on oublie cette période difficile. Bien, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver un mercredi. 28 avril 2021. Le Conseil des ministres vient d'adopter... Après le vaccin, l'annonce de la création d'un pass sanitaire déclenche une nouvelle vague de contestation. Le pass sanitaire, question qui a été également posée... Le pass sanitaire, qui restreint l'accès au restaurant ou au cinéma, interroge toute la société sur la question des libertés. Très vite, les opposants les plus engagés descendent dans les rues de France. Je pense que l'annonce du pass sanitaire, elle s'est greffée sur tout un mécontentement qui était préexistant. C'est-à-dire qu'il y avait déjà eu le mouvement des Gilets jaunes. La colère était toujours là, les réseaux étaient toujours là. Et la flamme, elle s'est rallumée clairement au moment de l'annonce du pass sanitaire. Pourquoi? Parce que c'était une annonce où les gens l'ont senti comme une atteinte à leur liberté extrêmement directe. Liberté, 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 liberté. Julien Pain, journaliste à France Télévisions, a rencontré beaucoup de ces manifestants, tentant de décrypter leurs arguments, comme lors de ce rassemblement près d'Avignon. On vient tourner, on est France Télévisions, voilà. Allez-y. Que je vais vous présenter. La porte est ouverte. D'accord, super. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les manifestations, notamment anti-pass. Et ce qu'on y voit clairement, c'est qu'il y a des gens au profil extrêmement varié. Ça va du prof de yoga, au naturopathe, aux militants d'extrême droite radicale, aux militants d'extrême gauche aussi radicale. Et tout ça,
c'est agrégé ensemble. On perd nos libertés les unes après les autres et pour vous, c'est normal. On veut nous forcer à prendre des vaccins, on nous menace. On menace la population pour qu'elle prenne des vaccins et pour vous, c'est normal. Au fil des jours, sur les réseaux sociaux et dans les rassemblements, la contestation franchit un palier. Mais on est en train d'y arriver. À ce moment-là, tout de suite, le terme de dictature est arrivé. Et assez vite, le terme de dictature sanitaire. Ça y est, on nous met ce pass sanitaire, on nous prend nos libertés, on va vers la dictature. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. Au début de l'été, alors qu'Emmanuel Macron vient d'étendre l'application du pass, l'expression « dictature sanitaire » devient numéro 1 dans le classement des sujets les plus populaires sur Twitter. Non à cette dictature sanitaire folle. Et forcément, quand on pense à la dictature, qu'est-ce qui arrive tout de suite? C'est évidemment le régime nazi. Et là, chacun y allait de sa comparaison à lui. Résistance, résistance. C'est le cas du comédien Jean-Marie Bigard. Non, non au passeport, non au pass sanitaire, non. Et pourquoi il ne collerait pas une étoile jaune pour qu'on soit repéré plus facilement? Ou encore du médecin anesthésiste réanimateur Louis Fouché. La guerre, c'est ce qu'est en train de faire ce gouvernement sur son pays. La guerre, c'est ce qu'en sont en train de faire tous les gens qui sont devenus des SS et qui vous disent dans la rue « Mets ton masque, c'est pour ton bien, tu nous mets en danger ». Mi-juillet, les comparaisons s'accélèrent. Une iconographie nazie s'affiche dans les rues de France. Des croix gammées en forme de seringue, Emmanuel Macron grimé en Hitler, des pancartes « Pass Smart Frei » en référence à la devise inscrite au-dessus du camp d'Auschwitz. On fait référence au nazisme pour frapper les esprits et empêcher finalement toute réflexion. Et puis, ça permet aussi de rendre votre combat plus noble. Parce que si vous êtes des opposants au nazisme, vous êtes des résistants. Le discours des manifestants s'enfonce dans la confusion. Le mouvement bascule dans un nouvel antisémitisme. Un glissement, sans même parfois en avoir conscience. Je pense que la plupart des gens, sauf quelques-uns qui étaient idéologiquement très affirmés, ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Est-ce qu'ils comprennent que les symboles qu'ils mettent autour d'eux, donc qui sur leurs pancartes ou même qu'ils affichent sur eux parfois, est-ce qu'ils comprennent que c'est lié à un antisémitisme profond en France? Dans la majorité des cas, je ne pense pas. Et quand on en parle avec eux, ils vous diront tous, je n'ai rien d'antisémite. Je n'ai rien contre les juifs. Ils n'ont pas du tout le sentiment qu'ils sont manipulés. Sauf qu'après, quand on regarde leurs références, quand on regarde ce qu'ils lisent, où ils vont chercher leurs informations, on s'aperçoit que souvent, ils vont aller retrouver des informations sur des sites liés à Dieudonné, liés à Soral. Et ils ne savent même pas, des fois, qui est Soral. Rapidement, ces antipasses aiguisent leurs accusations et vont procéder de manière encore plus déguisée avec l'apparition de mots codés. Été 2021. Des militants anti-pass sanitaires s'adressent à un média d'extrême droite et leur haine antisémite prend la forme d'une question. Qui essaye de génocider les Gaulois? Et vous, monsieur, vous. D'après vous, ils veulent empoisonner les Français? C'est déjà en cours. Qui? Ça veut dire qui est à l'origine de tout cela? Qui est à l'origine de nos malheurs? Et c'est une question qui appelle une réponse. La réponse, c'est les Juifs. Très clairement. Qui est derrière le Washington Post, CNN? C'est la communauté que vous connaissez bien. C'est la communauté que vous connaissez bien. C'est ces gens-là. Et vous avez la réactualisation de la vieille théorie du bouc émissaire en 3 lettres et un point d'interrogation. Mais d'où vient ce qui? Comment cette simple interrogation s'est-elle transformée en une formule antisémite? Bonjour et bienvenue en direct dans Morandini Live numéro 821 sur CNews et non-stop Morandini Live. En réalité, elle trouve son origine quelques semaines plus tôt sur un plateau de télévision. Voici le sommaire de ce vendredi 18 juin. Ce 18 juin 2021 sur CNews, le spécialiste de l'opinion Claude Posternac
est invité à débattre avec le général Delavarde, signataire d'une tribune publiée dans Valeurs Actuelles sur le délitement de la France. Bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous. Une nouvelle tribune pour dire... Dans ce type d'émission, vous recevez à 9h les questions qui vont être abordées pendant le débat. Et je découvre le nom d'un général que je ne connais pas. Et je vais simplement sur Google et en 30 secondes, je suis quand même assez stupéfait de découvrir les propos de ce général qui sont des propos complotistes. Donc les dés sont pipés, les dés sont faussés. Claude Posternac a envie de vous interpeller, mon général. Oui, bonjour mon général. Alors d'abord, je veux rappeler le contexte. Oui, il y a Avant d'entamer le débat, Claude Posternac décide d'interroger son interlocuteur sur une de ses anciennes déclarations publiées dans une revue. Donc on vous pose la question, la tribune diplomatique internationale, l'hypothèse d'une fraude importante appliquée à quelques États clés le jour du scrutin est-elle crédible? On parle des États-Unis. Mon intime conviction me dit que oui, car il y a à mes yeux trop d'indices concordants pour permettre à la meute médiatique occidentale dont nous savons qui la contrôle de me convaincre du contraire. Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général Delawarde. Vous le savez bien. Ah non, regardez, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Je suis désolé. On peut pas laisser dire ça sur l'antenne. Voilà pourquoi on les a traités. Je suis désolé. Je me sens profondément touché pour plein de raisons. À la fois les rapports à la Shoah, le rapport à mon père qui a été dans le maquis limousin. Donc tout ça remonte. C'est-à-dire que je suis face à un type qui est clairement antisémite. Et je n'ai pas à supporter son antisémitisme. Ça renvoie à ce que nous, on vit en tant que descendants de familles qui ont été détruites lors d'Auschwitz. C'est ce que Lévinas appelle l'injustifié privilège. C'est-à-dire, ces Ashkénazes ont la culpabilité de vivre, alors que ceux qui sont venus avant eux sont morts. Et cet injustifié privilège fait que on est dans la nécessité de ne rien laisser passer. Dans la foulée de l'émission, en ce début d'été, les réactions violentes envahissent les plateformes. Moi, j'ai reçu sur les réseaux sociaux... c'est inimaginable. Et c'est violent. Et sur chaque message, le mot « qui » se répand. L'expression née sur le plateau de CNews est détournée, instrumentalisée. Elle devient un cri de ralliement antisémite. Ce qu'on appelle un dog whistle, un langage codé pour se protéger. Ça veut dire en anglais un sifflet pour chien. En fait, pour dresser les chiens, on utilise des sifflets ultrasons. Et ces sons-là ne sont entendus que par les chiens. Et donc, on a commencé à qualifier de dog whistling ou de dog whistle ces discours qui, en apparence, n'étaient pas problématiques, mais qui, en fait, contiennent un message crypté qu'une communauté de gens avertis peuvent décoder, comprendre, et en vérité, à qui le message s'adresse. Quand on écrit sur des pancartes « qui », on est en pleine technique du dog whistle. Ce ne sont pas des propos explicitement appelant la haine, mais ce sont des propos qui sont quand même indiscutablement antisémites, mais de manière codée. Sur les réseaux sociaux, le « qui » n'est pas le seul mot codé employé pendant la pandémie pour désigner les Juifs. De nombreux tweets parlent de Khazars, du nom d'un peuple du VIe siècle, d'élite mondialiste ou de communautés organisées. La France, plus que d'autres pays en Europe, a mis en place une législation qui réprime
le racisme et l'antisémitisme, la loi Pleven en 1972, la loi Guesso qui crée un délit spécifique de négation de la Shoah et de l'Holocauste. Et ces lois, justement, vont amener un certain nombre d'antisémites, pour ne pas tomber sous le coup de ces lois, à trouver des moyens détournés d'exprimer leur antisémitisme. Les mots codés, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, il n'y a pas de fin à l'euphémisation du discours. On peut toujours trouver des formules de plus en plus euphémisées qui renvoient toujours à la figure du juif. Les mots codés servent aussi à échapper à la modération sur les plateformes. Les modérateurs font souvent très bien leur travail, mais la somme de messages qui circulent rendent la tâche des modérateurs absolument impossible. Et les algorithmes, de leur côté, eux, s'ils n'ont pas été entraînés à détecter ces nouveaux mots et ces nouvelles images, ils n'arriveront pas à détecter les nouvelles images qui font surface sur les réseaux sociaux, ce qui les rend quasiment indétectables. Une méthode quasi infaillible. Et après les mots codés, dans les rues de France, une digue va cette fois complètement céder. Le 17 juillet 2021, un peu partout en France, des étoiles jaunes surgissent. Des manifestants se prennent pour des victimes de la Shoah, s'emparant de l'image la plus symbolique. Mais les juifs aussi, on les empêchait de rentrer dans les magasins. Donc bientôt, on aura tous une étoile jaune. Interdiction de rentrer dans les magasins, de vous nourrir si vous n'êtes pas vacciné. Quand j'ai vu les images des étoiles jaunes, et même chez certains qui portaient des tatouages, comme le matricule, dans les camps de concentration, j'étais profondément choquée. Je crois que je n'avais jamais vu une telle banalisation, au fond, de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va se passer que on sera comme eux, on pourra même pas aller au cinéma, on pourra pas aller au restaurant, on pourra pas aller voyager normalement. À Reims, à Alençon, à Toulouse, comme dans d'autres villes de France, les images se multiplient. Il n'y a pas de cohérence dans l'antisémitisme, c'est-à-dire on peut être antisémite et se prétendre être les nouveaux juifs. On vous explique que non, on n'a rien contre les juifs. Mais s'il n'y a rien contre les juifs, pourquoi ils reprennent des symboles qui sont attachés à la persécution des juifs? Si à un moment donné, vous en arrivez à vous vivre comme le nouveau persécuté au même titre que les juifs pendant le régime national-socialiste, c'est quand même qu'à un moment donné, vous avez, j'allais dire, une certaine propension intellectuelle à ne pas aimer les juifs. Pour ces anti-passes sanitaires, la comparaison est légitime. En réalité, ils ne font que reprendre l'imaginaire antisémite déployé depuis des années. Ce mépris fondamental affiché contre les victimes, contre leurs descendants, mais aussi contre l'histoire, mais aussi contre tout ce qu'effectivement nous avons appris, eh bien là, pour le coup, c'est antisémite, parce que c'est refuser aux Juifs et à l'humanité la vérité de l'histoire. Et là, ce point de vue-là, c'est antisémite. Ce jour-là, en regardant les images de ces étoiles détournées, l'historien Marc Knobel ne peut s'empêcher de penser à sa propre histoire. Ce n'est pas un objet de plaisanterie. Derrière, il y a une histoire. Derrière, il y a un homme. En l'occurrence, mon père et le père de plein d'autres enfants. Le lendemain, à Paris, ces images continuent de choquer l'opinion. À l'occasion d'une journée de commémoration aux victimes, un survivant de la Shoah est invité à s'exprimer à la tribune. Témoignage de Monsieur Joseph Schwartz, victime de la rafle du Veldiv. En préambule, je voudrais dire mon indignation devant ce qui s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Je regardais en direct cette cérémonie, en même temps que je comprenais ce qu'il disait, en même temps que j'étais heureux qu'il le dise. J'avais beaucoup de peine de voir que cette image-là, c'était pas n'importe quelle étoile. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues.
Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. J'ai poussé ce cri parce que c'était en moi. Et puis ça m'avait travaillé pendant quelques jours. J'ai dit, ça revient. Et pour la pandémie, où on demande aux gens de se vacciner, on leur demande de se sauver la vie. Et ces gens-là brandissent l'étoile jaune comme si on leur imposait, des mesures discriminatoires. Ça, pour moi, ça a été impossible. Voilà. Ce 18 juillet, Joseph Schwartz s'est souvenu de cet été 1942. Plus de 13 000 juifs sont arrêtés devant le vélodrome d'hiver à Paris, dont près d'un tiers d'enfants, avant d'être déportés à Auschwitz. Cette rafle a été faite par le gouvernement de Vichy. Je n'ai jamais vu un Allemand au cours de cette rafle. J'ai toujours eu affaire à des policiers français. Mon père, ma mère et mon petit frère ont été arrêtés et transportés au commissariat du 13e. Moi, j'étais arrêté parce que j'étais chez des amis. J'étais amené au commissariat du 13e. Mes parents n'y étaient plus. Et moi, sur les coups de le 17, alors sur les coups de 6 heures du matin, j'ai réussi à m'enfuir. Voilà. On ne peut pas vivre une journée aussi dramatique que vous avez perdu toute votre famille et rester indemne. C'est pas possible. Alors c'est par intermittence. La nuit, vous y pensez. C'est un souvenir qui ne s'effacera jamais. Il ne peut pas s'effacer d'ailleurs. J'avais 15 ans, j'étais un enfant tranquille, obéissant, étudiant bien à l'école, sans aucun problème. Et un jour après, j'étais un évadé. Tiens, je vais vous montrer mes fonds de papier. Je les montre aux intimes. Je les garde précieusement. Ça, c'est les papiers qu'un copain m'a fait dans un bouchon de champagne. Et ça, c'est mes papiers à Lyon, mais vrais, faits par un réseau de résistance avec ceux-là. Voilà. C'est urgent. On traverse une mauvaise passe. Il faut se réveiller absolument pour ne pas tomber de nouveau dans la nuit et le brouillard. Dans les semaines qui suivent, alors que les étoiles jaunes suscitent une vague d'indignation, les actes antisémites se répètent. Le 7 août, lors d'une manifestation à Metz, une professeure d'histoire géo et ex-membre du Front National brandit une liste de noms accompagnés du slogan « Qui ». Le 14 août, à Perros-Guirec, une stèle en hommage à Simone Veil est profanée. 2 semaines plus tard, à Guéret, un centre de vaccination est pris pour cible. Le lendemain, dans le Haut-Rhin, les murs d'un cimetière sont souillés par des tags. Et certains, comme Yannick Lescure, un influenceur cuisine aux 350 000 abonnés, sont allés encore plus loin en diffusant des appels au meurtre. Ce sont les mêmes, depuis des siècles, les mêmes qui font chier toute la terre. Les mêmes qui se font chasser de pays en pays. Les mêmes, toujours les mêmes, les juifs. Donc, comment régler le problème? C'est très simple. On les attrape chez eux et on s'en occupe à l'ancienne, en mode croisade. En ce début de printemps, Yannick Lescure, qui se revendique du national-socialisme, n'était pas encore poursuivi par la justice. Mais ses propos peuvent être punis par la loi. Le seul moyen, effectivement, de limiter, et non pas d'arrêter cette prolifération de la haine en ligne, c'est que celles et ceux dans le monde des entreprises qui ont la charge de faire tourner ces sociétés
se rendre compte qu'on ne peut pas faire de l'argent avec n'importe quoi. Parce que derrière, vous avez peut-être quelqu'un qui, à force de passer 10 heures par jour sur son écran, et le confinement a facilité ce type de comportement addictif, va, à un moment donné, passer du stade, passez-moi là aussi le terme de la gamberge, au stade de la préparation de l'action. Et là, ça devient une toute autre affaire. Des accusations d'empoisonneurs de puits aux menaces de mort, les chiffres du ministère de l'Intérieur en 2021 révèlent l'ampleur du phénomène. Après une année 2020 confinée, les actes antisémites ont augmenté de 74%. Je crains que ça ne s'arrête jamais parce que je crois malheureusement que l'antisémitisme est une manifestation constante de la faille existentielle que traversent des individus, des groupes humains et parfois des nations quand elles sont incapables de prendre la responsabilité sur ce qu'elles vivent. C'est jamais une haine isolée, c'est jamais une haine solitaire. C'est toujours un prélude à une haine qui va déferler sur bien d'autres gens dans une société. Face à cette vague antisémite qui s'est immiscée dans le pays, les géants de l'Internet peuvent-ils agir ? Vous savez, tout ce que ces entreprises ont fait pendant la pandémie, c'est d'annoncer qu'elles allaient faire des choses. Notre travail est de vérifier que leurs annonces collent à la réalité. Mais en pratique, nous constatons encore et encore que malgré toutes les déclarations, il y a eu très peu d'actions. Il y a quelques mois, les comptes Facebook et YouTube d'Alain Soral et Dieudonné ont été supprimés. Le site Je suis partout également. Mais combien parviennent encore à contourner la modération et à déverser leur haine en ligne ? Ce type d'expression antisémite est un véritable test pour nos démocraties. Il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus, parce qu'il faut accepter le jeu de la liberté d'expression, mais il ne faut pas être laxiste et laisser passer l'inacceptable. Selon une enquête réalisée par Ipsos, près de 2 ans après le début de la pandémie, un Français sur 4 pense qu'il existe un réseau juif qui influence les affaires politiques et économiques dans le monde. Souvent, l'antisémitisme est un signal dans les sociétés. C'est un signal d'une société qui va mal, d'une civilisation qui va mal, et qu'il faut l'entendre, ce signal, pas simplement pour les juifs, mais pour l'ensemble du corps social, et en particulier du corps social français. Là encore, il y a encore des mémoires de guerre. Mais dans 50 ou 100 ans, l'étoile jaune, ce sera bon pour les intellos historiens qui écriront là-dessus pendant des siècles. Mais dans 100 ans, il y aura autre chose. Ce sera contre quelqu'un d'autre. Mais les juifs, ils vont toujours être un peu dans le coup quand même. On sera peut-être moins, mais on sera dans le coup quand même. Voilà. Faut vivre avec, hein, c'est tout. Hein. Début mars, alors que les Russes envahissaient l'Ukraine, la même sphère covido-complotiste voyait déjà dans la réaction de l'Occident un grand plan du nouvel ordre mondial. La crise a changé de nom, mais les références restent éternellement les mêmes.